Bonjour, bon matin, comme on dit à Montréal. Merci d'avoir bravé la température pour venir nous voir. C'était assez coriace ce matin, la neige, la tempête, le vent. On nous a demandé de faire la chose la plus difficile au monde. Vous connaissez les Canadiens, vous connaissez le Canada. On est les personnes qui s'excusent le plus au monde. On est les personnes les plus, j'allais dire, pas humbles, mais on est tellement pas habiles à dire quand on fait des trucs bien. Et on nous a demandé donc d'être 4 ce matin. Je vais vous présenter mes amis pour vous parler finalement d'un pays qui, d'un point de vue touristique, on est tellement des imposteurs. Hein? On est collé sur 5000 km d'Américains, qui est le premier pays touristique en termes de recettes. Et les premiers visiteurs internationaux et le pays qu'on visite le plus sur la planète, c'est la France. Là, on dit Canadien, mais en réalité, on va parler des Québécois. C'est-à-dire des Canadiens francophones. Et donc, on vient ici et on nous a demandé de faire ce focus canadien, d'expliquer en quoi on est capable d'innover. Alors, on n'est pas les plus riches, on n'est pas les plus brillants non plus. On est dans la moyenne. Parle pour toi. Oui, je suis un petit peu nono. Mais la nécessité crée effectivement un sentiment et une capacité à innover, à faire beaucoup avec peu. Et quand on a été approchés, d'ailleurs, hein, pour parler de tout ça, on s'est dit, on n'a pas grand-chose à dire. Puis finalement, en discutant ensemble à 1, 2, 3 reprises, on a découvert que, quand même, c'est pas si mal. Donc, je vous présente mes amis avec qui on va discuter ce matin. Christiane Germain, qui est une vedette québécoise et canadienne et mondiale. Hein, de l'hébergement, de l'hôtellerie, quand même, c'est pas rien, qui est une vedette de la télé, mais ça, elle ne veut pas le dire, qui a créé finalement un empire familial, si on peut dire, d'hôtels, de 27 hôtels. Non. On ouvre d'ailleurs le 18e demain ou après-demain. Alors, nous avons 18... donc, demain ou après-demain, nous aurons 18 hôtels au Canada sous 3 bannières. Et nous sommes dans 7 provinces canadiennes. Et c'est une entreprise familiale. Et on aime ce qu'on fait. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, 3 bannières, 17 hôtels, vous construisez, vous opérez, vous avez tout ce modèle d'affaires-là. Oui, je vous dirais qu'une des particularités, c'est que nous sommes intégrés de façon verticale, puisque nous sommes les promoteurs et les développeurs, ainsi que les opérateurs. Nous ne sommes pas que des gestionnaires de marque. Nous sommes... Quand on ouvre un hôtel, nous l'avons conceptualisé, nous l'avons construit et nous l'opérons. Alors, il y a vraiment un souci de design et de qualité et de durabilité autour du projet que nous faisons. Alors, c'est une compagnie que mon frère et moi avons fondée il y a une 30aine d'années. Et c'est ça, nous sommes partis du premier hôtel et nous en aurons 20 en 2020. Alors, comment on fait pour, dans les années 90, 80, 2000, 2010, partir une chaîne d'hôtels contre toutes ces bannières, tous ces... Il y a une consolidation mondiale, hein, les Hilton, Marriott. Je te dirais, Paul, que quand on l'a parti, nous étions jeunes, fougueux, passionnés, totalement ignorants. On ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. On ouvrait tout simplement un hôtel. Et c'est par la suite que nous avons vu le potentiel de développement parce que c'est des petits hôtels boutiques. Alors, la moyenne de chambres par hôtel est autour de 140 à peu près. Et alors, on a vu le potentiel de développement et c'est à partir de la fin des années, en fait, je vous dirais, autour de 2005, qu'on a vraiment décidé là, premièrement, ça prenait des capitaux parce que nous sommes une entreprise à capital fermé. Alors, ça prenait des investisseurs. Alors, finalement, on a été capable de jeter plusieurs barrières à terre qui nous ont permis d'avoir les fonds nécessaires pour faire ce développement-là. Et nous sommes aussi on est un peu comme, tu sais, on est très, très petit dans un univers de géants. Et je pense que d'être aussi petit dans cet univers de géants, bien, ça nous force justement à être innovants. Ça nous force à vouloir toujours chercher la petite chose qui va faire la différence et qui va nous distinguer de ces géants.
Et alors, cette espèce de philosophie d'innovation, cette philosophie de toujours vouloir faire la différence est une philosophie, premièrement, qui, en fait, nous sommes des entrepreneurs. Alors, donc, c'est dans notre ADN. Et puis là-dessus, j'aimerais dire que l'innovation, justement, c'est pas quelque chose... Parce que quand on parle d'innovation, on pense souvent à des grosses affaires. On pense souvent à des... vraiment des projets majeurs, aller sur la Lune. Mais l'innovation, ça peut souvent être des petites choses. Je vais vous donner un exemple. Récemment, on a changé, vous savez, dans l'hôtellerie, il y a les heures de départ, il y a des heures d'arrivée et des heures de départ. Okay? L'heure de départ est à midi. Alors, chez nous, dans la dernière année, on a enlevé les heures de départ. Alors, suite à des suggestions de nos équipes, parce que en même temps, l'innovation, c'est quelque chose qui vient de haut et qui descend. Alors, il faut que les patrons soient innovants pour que les employés continuent de l'être. Alors, les employés nous ont dit, pourquoi on n'enlèverait pas les heures de départ? Alors, finalement, c'est ce qu'on a fait. On est allé graduellement, évidemment, mais maintenant, chez nous, il n'y a plus d'heures de départ. Ce qui fait que, puis on a remarqué que la semaine, ça ne change pas beaucoup, parce que de toute façon, les gens vont travailler, donc ils partent de bonne heure. Les fins de semaine, les gens arrivent, ils vont sortir le samedi soir. Le dimanche soir, c'est très, très rare que l'hôtel se remplit. Par contre, les gens qui vont partir le dimanche matin et qui n'ont pas d'heure de départ peuvent dormir un peu plus longtemps. Bien, il s'agissait tout simplement de changer les horaires de travail des préposés au confort qui sont les femmes de chambre. Alors, il y a des petites choses comme ça qui sont faciles pour nous de faire et qui, à la fin de la journée, vont faire une différence et vont nous distinguer par rapport à notre compétition. Vous allez voir, je suis absolument convaincue que d'ici quelques temps, vous allez voir de plus en plus les heures de départ qui vont exister, mais qui vont être beaucoup plus faciles à changer parce que les gens vont réaliser que c'est pas si compliqué ça de le faire. Et au final, ça attire plus de clients? Est-ce qu'on écoute, sent une... On aime penser que quand on fait plaisir aux gens, ils reviennent et ils le disent à d'autres aussi et probablement que ça attire un petit peu plus de clients. Et des fois, l'innovation dans les petites choses comme ça fait aussi la différence parce qu'il faut comprendre que des organisations comme la nôtre n'ont pas toujours les moyens que les grands ont pour faire la pub et tout ce qui s'ensuit. Alors, ces petites choses-là, des fois, font en sorte qu'on est capable de faire parler de nous. Et puis, le fait qu'on fasse parler de nous dans les différents médias, dans les différents réseaux sociaux à cause de ces choses-là, bien, ça nous aide. Je voulais poser une question à Martin, mais tu me mets la piste. Tu dis des questions de budget. Est-ce surtout en tourisme, surtout avec les grands groupes aériens, on va parler d'Air Canada, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de surenchère inventée de toutes pièces qu'on imagine que plus on dépense en marketing et en promotion et en commercialisation, qu'on est meilleur? Et peut-être que tu l'as dit, si de base le service répond à un besoin, il y a peut-être moins de besoin de mettre de la pub. Est-ce que tu sens ça? Écoute, j'aimerais ça avoir plus d'argent pour en mettre plus. Oui. Mais encore une fois, c'est la nécessité, c'est le besoin. C'est une chose que je pourrais dire, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent en pub que tu vas nécessairement en faire de la bonne. Okay? Voilà. C'est comme n'importe quoi. Des fois, quand on n'a pas beaucoup de sous, on est un petit peu plus créatif, on est un petit peu moins paresseux. Et ça va arriver qu'on fait des choses plus intéressantes. Alors, l'argent n'est pas la panacée de tout. Et si j'aimerais ça en avoir plus, je pense que je pourrais rejoindre davantage de monde, c'est clair, mais c'est la vie. OK. Martin Lessard, ici à ma gauche, qui est un ami qui plus est. C'est par hasard qu'on s'est retrouvés ce matin. On a dit « Hey, Martin, que fais-tu là? » Le MTLab, donc, est un incubateur d'entreprises touristiques. Le MTLab est une adaptation d'un produit français, qui est le Welcome City Lab de Paris. Un incubateur d'entreprises touristiques qu'on retrouve à Montréal. Donc, quel est l'héritage, j'allais dire, français du concept? Comment l'adaptation nord-américaine se vit et comment on est différent de la France et des États-Unis?
Dans notre cas, le MT Lab est donc une transposition du Welcome City Lab, mais adapté à Montréal dans le sens qu'on n'a pas le même financement que le Welcome City Lab a. Donc, on a fallu qu'on soit créatif pour trouver comment on peut financer. Ça quand même a donné le fait qu'on soit un petit territoire francophone dans une mer anglophone. La notion de collaboration existait déjà parmi les grands acteurs. On sait très bien que c'est built-in, la collaboration en tourisme, parce qu'on se partage le touriste. Air Canada, Madame Germain, vous avez besoin du même touriste. Donc, on doit collaborer ensemble. Ça a donné que les partenaires ont travaillé ensemble pour dire on crée le moyen d'avoir un endroit où on peut accueillir les startups. La différence, c'est que c'est les partenaires qui payent entièrement, donc c'est privé et non pas public, ce qui change complètement la situation. Quand on a du public, ce qui n'est pas mauvais non plus en soi, mais il y a des mesures qu'on a qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans mon cas, je dois satisfaire le besoin d'innovation de mes partenaires. Ils doivent se retrouver. Et qu'est-ce que c'est un besoin d'innovation? Présente tes partenaires, j'ai Air Canada, j'ai Transat, Aéroport de Montréal, la CEPAC qui s'occupe des parcs, j'ai l'Alliance touristique qui s'occupe de la promotion du Québec à l'étranger, j'ai le Musée de la civilisation, je crois que j'en oublie. Mais Musée de la civilisation aussi. Tourisme Montréal. L'ITHQ et Tourisme Montréal. Voilà, merci beaucoup. Oui. J'ai fait mes devoirs. Alors, et donc, ces partenaires-là, qui, eux, sont capables d'innover, au fond, ils peuvent faire de la recherche et développement par eux-mêmes, ils sont assez riches, ils n'ont pas besoin de nous. Ils peuvent aussi faire des appels d'offres. Ils sont capables, quand ils savent ce qu'ils veulent, ils peuvent faire leur propre appel d'offres, sont assez riches, assez puissants pour le faire. Mais l'innovation qu'on leur propose se trouve entre les deux. La recherche et développement, qui on cherche quelque chose qui peut peut-être un jour servir, puis l'appel d'offres, on sait exactement ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une solution qui ne correspond pas à ce qu'on a voulu, mais qui tout d'un coup, on la trouve innovante dans le sens que c'est quelque chose qui se trouve de nouveau dans le carré dans lequel on parle, parce que ça se pourrait que l'innovation existe ailleurs, mais ici, tout d'un coup, cette solution-là émerge comme étant nouvelle et les partenaires... Est-ce que tu pourrais donner un exemple d'une solution, d'une start-up qui répond aux besoins des partenaires? Mais vous pourrez voir tout à l'heure, je pense après nous, il y a une start-up du Québec qui va être ici. C'est Audrey Bernard de Stimulation Déjà Vue qui va vous parler d'une solution de signature olfactive. Aucun partenaire n'avait mis dans ses besoins de pouvoir faire une signature olfactive, c'est-à-dire de pouvoir avoir une expérience olfactive dans un lieu qui t'amène à ressentir et à se souvenir d'émotions fortes, parce qu'on sait très bien que le sens de l'odorat est une émotion très, très forte. Il y a un rappel très fort. Cette solution-là, quand elle était présentée aux partenaires, c'était ni dans la recherche et développement, ni dans un appel d'offres. Ils ont fait comme, voilà quelqu'un qui porte un projet, parce que c'est bien important d'avoir un porteur de projet. On peut le faire à l'interne, mais c'est jamais évident, peut-être que vous allez pouvoir en parler, d'avoir des porteurs de projets qui vont aller au fond d'une idée de ce genre-là. Mais quand on a des startups qui portent un projet, aussi fou que de dire qu'une signature olfactive pour la destination, mais les partenaires ont compris et ont accepté, parce que c'est dans notre cas, c'est eux qui acceptent quelle start-up rentre dans l'incubateur. Voilà une forme d'innovation qui venait du champ gauche. Excellent. Entre les deux, vous allez reconnaître qu'il y a un accent, on s'y habitue. Oui, je suis le seul Français du Quatuor. Hein, voilà, ouais, c'est une ruse. Même si je deviens Canadien un peu plus chaque jour. Oui, voilà. Alors, Jean-François, qui est directeur général d'Air Canada France. Bonjour. Donc, c'est pas Air France Canada, mais bien Air Canada France, il ne faut pas confondre. Même si on a eu quelques liens dernièrement entre les deux compagnies. Non, oui, non voulu. Oui. Hein. D'ailleurs, la première innovation d'Air Canada, vous savez, c'est d'envoyer Ben Smith, qui était numéro 2, vers Air France. Alors, c'était le don du Canada au mieux-être français. On est assez fiers quand même. Très bien. Amusez-vous bien avec lui. L'innovation dans un grand groupe, Jean-François, vous êtes dans l'aérien depuis la nuit des temps. Oui, alors c'est... bien entendu, c'est mon quotidien aujourd'hui de trouver de nouvelles façons d'attirer les clients vers la compagnie que je représente. Compagnie au passage qui est présente en France depuis 1951. Donc on fait partie, on parle beaucoup de nouvelle économie aujourd'hui, mais je suis un représentant de l'ancienne économie. Donc mon quotidien aujourd'hui, c'est trouver toujours des innovations. Je suis d'accord avec Christiane, c'est pas qu'une question d'argent. Souvent, c'est parfois juste
des bouts de ficelle qui nous permettent eh bien de faire parler notre marque. C'est mon job que d'animer la marque, de faire parler de nous. Donc ça peut passer par des choses toutes simples, faire découvrir les coulisses d'une compagnie aérienne à nos acheteurs, à nos travel managers qui bien souvent négocient des contrats avec les compagnies aériennes pour les déplacements de leurs collaborateurs, mais qui n'ont souvent aucune connaissance du produit et qui ne vont d'ailleurs jamais voyager avec nous. Donc l'idée, c'est de trouver les moyens, de les accueillir à l'aéroport, de leur faire passer tous les contrôles habituels, sécurité, de leur montrer quel est le quotidien de leurs clients internes, c'est-à-dire les voyageurs. Il y a de la vraie valeur ajoutée. On parle d'innovation. L'innovation, c'est la recherche systématique de valeur ajoutée. Valeur ajoutée pour nos clients, mais également valeur ajoutée pour nos équipes, parce que, j'en parlerai un peu plus tard aujourd'hui, les compagnies aériennes sont engagées dans un vrai... alors, on aime bien le mot disruptif en France en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on l'utilise, je l'ai mis dans ma slide tout à l'heure, comme ça, je me suis dit, voilà. Alors, disruptif n'est pas le mot qui convient aujourd'hui, parce qu'on est... nous, les compagnies aériennes, je ne vais pas faire de généralité, je ne vais pas parler au nom de toutes les compagnies aériennes, mais il y a quand même pas mal de traits communs dans les compagnies aériennes. Aujourd'hui, donc, on est dans un vrai tsunami. Tsunami dans nos organisations, tsunami dans nos modes de distribution, dans nos convictions. Voilà, donc, pour revenir à mon point sur la valeur ajoutée, donc constamment se dire quelle valeur ajoutée je peux apporter à mon travel manager, c'est pas facile, on réinvente pas la roue tous les jours. Et donc aussi de la valeur ajoutée pour mes collaborateurs, parce que si demain mes collaborateurs, mes commerciaux qui vont à la rencontre des clients, agences de voyage ou sociétés, ils ne représentent plus de valeur ajoutée, leur pérennité elle est mise en question. Voilà. Donc mon job aujourd'hui, c'est constamment, tous les jours, de me dire qu'est-ce que je peux trouver de nouveau. Voilà. Boeing ne va pas me fournir de nouvel avion tous les jours. Aéroport de Paris ne va pas me mettre à ma disposition un nouveau salon. Voilà. Donc il faut essayer de trouver toujours des éléments différenciants. Et l'innovation, elle est clairement au cœur de notre réflexion quotidienne. Je serais curieux de vous entendre tous les deux parce que hébergement, hôtellerie, aérien, on sait tous qu'il y a eu des innovations au début, au tournant des années 2000, qui étaient les OTA, les agences de voyage en ligne, qui ont quelque part fait mal un peu. Je pense que les hôteliers et le transport aérien n'avaient pas conçu ça ou n'avaient pas imaginé que ça deviendrait le canal dominant de distribution. Oui. Et arrivent les années 2010, apparaît Airbnb aussi, tes amis préférés. Arrive Uber également qui vient disrupter, on l'a dit, le transport. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, excuse-moi, je vais dire un gros mot, mais est-ce qu'il n'y avait pas une approche un peu dinosaure, c'est-à-dire que c'est des métiers qui existent depuis la nuit des temps, 1951, l'hôtellerie, depuis que le monde est monde, il y avait l'auberge. Est-ce que vous n'êtes pas fait un peu avoir par naïveté ou insouciance? Non. Je pense que, je veux dire, si la révolution numérique que nous vivons actuellement ne touche pas que le tourisme, je pense que ça touche tous les domaines. J'aime pas penser qu'on s'est fait avoir. Je pense qu'on est vraiment dans cette mouvance que les choses changent et il faut savoir s'adapter. Mais il n'y a pas que nous qui doit s'adapter. Il y a aussi, parce que, comprenons-nous bien, effectivement, Airbnb, puis tous ces gens-là, il m'arrive des fois de dire que je les aime pas, mais je vais préciser pourquoi je les aime pas. Je suis absolument pas contre ces plateformes. Je suis pas contre le concept de location d'appartements. Absolument pas. Je trouve ça génial comme idée. Où j'en ai, c'est que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. J'en ai contre les gens qui font commerce, qui achètent des appartements pour justement les mettre en location et qui entrent directement en compétition avec nous, les hôteliers, sans avoir les mêmes règles que nous. Alors, tout change et je pense que la fiscalité autour de ces plateformes, que ce soit Airbnb, que ce soit Netflix, que peu importe à laquelle nous nous adressons, je pense que la fiscalité autour de ces plateformes-là doit changer. Alors, moi, je n'ai pas de problème à m'adapter, mais je pense que les gouvernements, en termes de perception d'argent, doivent aussi s'adapter. C'est ça mon combat. C'est pas les plateformes, au contraire. Moi,
avant que Airbnb arrive, il y a toujours eu de la compétition. Il y avait d'autres hôtels. J'ai pas de problème. Au contraire, la compétition me stimule. OK? Comme entrepreneur, je suis très stimulée par la nouveauté. Je suis très stimulée par des choses qui arrivent. Alors, je pense que... Et c'est une bonne stimulation pour l'innovation. Alors, je regarde une chambre d'hôtel, ce que c'était la première que nous avons faite il y a 30 ans, et je regarde la chambre d'hôtel aujourd'hui. C'est un univers de changement et j'adore ce que je fais parce que, justement, je carbure au changement et je carbure aux choses qui sont nouvelles et trouver une solution à une problématique. Bien, je pense que c'est très stimulant. Puis je ne suis pas toute seule à le faire parce que, justement, maintenant, j'ai la chance d'avoir des équipes formidables. Et quand on parlait d'innovation tout à l'heure, puis on disait l'innovation doit venir du haut, c'est extrêmement important parce que ça donne les possibilités aux gens qui travaillent avec nous autres, justement, d'aller chercher ces idées-là, d'aller chercher ces petites choses qui vont faire la différence. Alors, non, Paul, moi, j'ai vraiment pas de problème avec, au contraire. Mais en même temps, tu parles des OTA, ça change le modèle d'affaires. Moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, on donnait 10 % à une agence de voyage. Super. Là, je donne 25 % à quelqu'un que je connais pas, puis en plus, qui prend son argent, qui fait chez moi, puis qui va la dépenser ailleurs. Alors, c'est sûr que j'ai des problèmes avec ça, c'est certain. Mais j'en parle, puis j'espère que les autres vont continuer à en parler pour que, justement, ces gens-là qui font de l'argent dans mon pays soient capables de payer les taxes dans mon pays, parce que les hôpitaux, les machines que j'achète pour les hôpitaux, c'est pas eux autres qui vont les payer, c'est les gens qui sont chez nous. OK? Alors, ça, c'est mon petit combat. Mais il n'y a pas quand même... on va faire un peu de promotion canado-québécoise, mais... Le Québec est devenu la première législation, le premier État, la première province au monde d'avoir négocié avec Airbnb dans un premier temps. Ben oui, ils ont négocié. Je sais que c'est pas parfait, mais c'est pas... Enfin, elle va se fâcher, là. Mais il y a quand même ce premier pas qui a été fait. Le deuxième, c'est la seule aussi législation où c'est le ministère du Revenu qui a le pouvoir d'enquête et de vérifier la légalité de la location. Oui. C'est quand même pas rien. Quand c'est le fisc qui vient vérifier... Tu as raison. Il y a un premier pas qui a été fait. Ouais. Puis là, je ne veux pas emmerder les gens avec ça ce matin, là, parce que c'est pas pour ça qu'ils sont ici. Mais il y a un premier pas qui a été fait. Puis juste te donner un exemple. Moi, quand je reçois un client chez moi, OK, il paye les taxes fédérales, taxes provinciales et la taxe sur le tourisme, la taxe destination, OK? Ouais. Ce qui représente à peu près 18 %, OK? Eux autres, Airbnb, ils sont tellement bons citoyens qu'ils ont juste négocié la taxe de destination. Taxe provinciale, taxe fédérale, ils ne la payent pas, OK? Alors, OK, c'est un pas en avant, là, mais il en reste encore à faire. Oui. Martin? Parle-nous un petit peu de... Non, mais je trouve que c'est tout à fait à propos parce qu'un incubateur, qu'est-ce que c'est? C'est de trouver des startups qui vont faire de la disruption plus tard. Donc, on parle de tsunami, mais même un tsunami, on peut avoir des signaux bien avant pour pouvoir les détecter. Donc, les partenaires, qui, dans notre cas, utilisent le MT Lab pour voir, évidemment, des innovations qu'on peut appliquer immédiatement, mais aussi les tendances qui s'en vont. Je crois que pour Airbnb ou Uber, le problème, ce n'est pas l'innovation qui est arrivée. Oui, on aime bien ça en soi, et je pense que vous l'avez bien décrit, c'est de pouvoir dire que c'est la manière qu'elle est arrivée, cette disruption violente d'un coup qu'on n'a pas vu venir. Et c'est là que je crois que quand on se donne un espace pour pouvoir être le porteur de ce canal d'innovation, au moins local ou territorial, pour pouvoir voir venir ce qui s'en vient. Et idéalement, dans notre cas, nous, à Montréal, que ça soit incubé chez nous, pour qu'elle parte de chez nous avec les valeurs de chez nous. Pourquoi une start-up, finalement, va au MT Lab? Pourquoi elle ne décide pas d'aller dans la finance, dans le pharmaceutique, où il y a beaucoup d'argent à faire? C'est sûr que le MT Lab a été créé pour justement dire que le domaine du tourisme est un lieu d'innovation. Il y avait un travail à faire. Oui, il faut revamper cette image du monde du tourisme au niveau de l'innovation. Il y a beaucoup d'innovateurs. Ce n'est pas un problème. Enfin, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas infini. Et si, pour eux, innover, c'est aller en finance, aller dans la santé, dans la techno ou le spatial, c'est bien beau, mais quand ils vont revenir avec leur innovation vers le monde du tourisme, ça aurait été adapté à ce domaine-là avant et ça va prendre encore un autre 5 ans pour pouvoir se développer dans notre domaine. Si on peut les amener dès le départ chez nous, ils sont en train de trouver des solutions qui s'adaptent à notre domaine du tourisme et ensuite, ils iront ailleurs après.
Et si je peux me permettre d'ajouter, puis ce que je trouve formidable, c'est que de façon générale, c'est parce que l'industrie du tourisme, en tout cas, je ne peux pas parler pour, je ne sais pas pour la France, mais chez nous, c'est très difficile de fédérer cette industrie. C'est très difficile. Les gens ont une tendance à travailler en vase clos, travailler pour eux autres et garder tout ça pour eux autres. Et je pense que c'est dans ce que tu fais, Martin, avec excusez-moi, avec MTL Lab, c'est justement, c'est un outil qui permet de fédérer quand les idées sont bonnes, quand on réussit à arriver à créer quelque chose, bien, ça permet de le créer pour l'industrie en général, ce qui est extrêmement positif pour le tourisme parce que c'est pas souvent ce qui arrive. T'sais. Et c'est quoi la différence? J'allais dire, je vais faire un peu de millage sur ce que tu viens de dire. Visiblement, quelqu'un qui se lance dans une start-up innovante en tourisme n'a pas choisi le chemin pour devenir millionnaire, à tout le moins. Et on connaît l'écosystème nord-américain, mais c'est vrai maintenant aussi en Europe. Certains innovateurs, finalement, sont toujours à réfléchir à la première ronde de financement, le premier seed, la série B, la série A, et de vendre après 3 ans que l'entreprise a été créée pour des millions de dollars. Et ça, il n'y a pas beaucoup. On parlait de création de valeur. Je ne suis pas convaincu que la valeur économique doit être la seule. Et tu l'as dit, justement, le tourisme est un peu différent. On n'est pas dans le domaine bancaire. Tu parlais d'Airbnb tout à l'heure et les impôts. Moi, je suis toujours surpris de voir la banque qui prend mon fric, qui fait de l'argent avec mon fric, qui me donne pas de fric, puis qui me charge de l'argent pour s'occuper de mon fric. Alors, c'est quand même pas rien comme modèle. Mais les innovateurs qui vont vers le tourisme, c'est parce qu'ils sont passionnés par le domaine en soi. Et il faut quand même le reconnaître. Il n'y a pas beaucoup de domaines, à mon avis, où on leur retrouve la même passion. Oui, j'imagine que oui, mais en tourisme particulièrement. Et ce qui est intéressant aussi avec les partenaires, dans le cas du MT Lab, c'est qu'ils ne cherchent pas nécessairement, je vois Air Canada, qui est notre partenaire, ils cherchent aussi des choses pour elles-mêmes aussi, mais bien pour la communauté aussi. C'est-à-dire, on a une start-up, nous, qui fait une solution sur WeChat, qui est la plateforme chinoise pour les Chinois qui arrivent ici à destination à Montréal et au Canada. Et si on avait vu tous les partenaires se lancer sur la solution en disant « je vais la faire moi-même », ce WeChat, c'est pas très compliqué. Et effectivement, ce n'est pas si compliqué. Mais avoir 9 WeChat, un d'Air Canada, un d'Aéroport de Montréal, un de Tourisme à Montréal, bien 9, déjà 2, c'est déjà trop. Aucune ne sera utilisée. Donc, ils sont obligés de reconnaître il nous faut un nouvel acteur, et c'est cette jeune start-up-là, cette jeune pousse qui arrive, et on va dire, voilà un nouvel acteur qu'on a besoin qu'elle existe en dehors de nous. Donc, on a quelque chose que même les plus grands acteurs du domaine ne peuvent pas faire, c'est de pouvoir faire cette solution qui est bonne pour l'ensemble de l'écosystème. Et c'est là que ce carré de sable que les partenaires se sont donné permet de créer donc cet acteur supplémentaire qui va aider l'ensemble de la communauté. Merci. Jean-François, on parlait tout à l'heure, vous avez travaillé dans plusieurs compagnies aériennes, vous travaillez maintenant pour Air Canada. C'est quoi votre regard de la façon de faire des affaires canadiennes, l'approche? Je vais revenir à ta question initiale. Tu parlais des dinosaures. Oui. Ah, oui. Et je pense qu'il y a un trait commun. Alors, je commence à passer quelques années, donc j'ai effectivement 25 ans dans le transport aérien. L'industrie du transport aérien est une industrie suiveuse. Je pèse mes mots, elle a souvent été à la pointe de l'innovation, mais en matière aéronautique. Bien souvent, les compagnies aériennes se sont dit moi, mon business, c'est de faire voler les passagers, avoir les plus beaux avions, avoir des opérations extrêmement performantes. Et puis, quand il s'agit de quand même commercialiser son offre, elle s'est dit bon, c'est pas trop mon métier. Il y a des agences de voyage, je vais leur confier. Alors, je vulgarise un peu, mais ça a longtemps été ça. Ça leur reste encore un petit peu. Et puis, on a donné les clés, pas du camion, mais de l'avion, donc à un certain nombre d'agences de voyage, avec qui ça s'est toujours très bien passé, jusqu'à l'arrivée de ces fameux mastodontes. Dans les compagnies aériennes, en parlant des agences de voyage en ligne, des OTA, on dit « we created monsters ». Donc, on a créé des mastodontes qui, au début, nous arrangeaient bien parce qu'on aimait bien animer un petit peu le réseau des agences de voyage, créer un peu de compétition. Et donc, au début, on comptait les points. C'est-à-dire qu'il y avait le réseau des agences de voyage traditionnelles, les agences en ligne qui captaient ce business. Et puis un jour, lorsqu'on a regardé un petit peu quel était l'état de notre portefeuille, on s'est aperçu que ces agences en ligne, elles captaient 50% de notre chiffre d'affaires.
Et une compagnie aérienne, bien entendu, quand elle voit qu'un client ou un profil, un segment représente autant, eh bien, ça lui donne des sueurs froides. C'est pour ça que toutes ces compagnies aériennes aujourd'hui, elles mettent les bouchées doubles, elles réapprennent ce que c'est que le marketing, parce qu'elles avaient bien entendu plus d'équipe marketing ou quasiment plus de marketing. Elles avaient bien entendu pas de digital. La techno, c'était quelque chose qu'elles considéraient comme non stratégique. La technologie, c'était les GDS. Voilà. Il y a des gens dont c'est le métier de mettre des PC ou des Mac dans les agences de voyage, de tirer des câbles. Et nous, on est juste des fournisseurs de données, de chiffres pour vous permettre de vendre. Donc on s'est finalement réveillé un matin en se disant on n'a plus la capacité aujourd'hui de prendre contact avec le client, de pouvoir lui vendre d'autres produits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un nombre incalculable d'investissements financiers dans le transport aérien pour qu'on puisse en doter d'un site Internet. Je ne sais pas si vous avez vu un site Internet d'une compagnie aérienne. Enfin, perso, il n'y a rien de plus non sexy qu'un site de compagnie aérienne. Et on prend souvent les compagnies aériennes du Golfe comme étant des standards. Et même ces compagnies aériennes ne proposent pas quelque chose qui vous invite. Par contre, c'est sûr que quand je vais voir le site de Airbnb ou quand je vais voir Amazon, ben, j'ai envie d'acheter. Voilà. Donc, on est, pour reprendre le terme que tu utilisais de tsunami, on est dans un vrai tsunami dans les compagnies aériennes. Et aujourd'hui, ben, on essaye de reprendre la main sur notre distribution. C'est pas facile. Parce que quand on n'a pas investi pendant des années, il suffit pas de mettre quelques millions de dollars dans des Google AdWords pour reconquérir sa clientèle. Voilà. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui le sujet majeur des compagnies aériennes en France, je serais mais curieux également de ailleurs. savoir, avec Air Canada, vous avez connu d'autres compagnies. Comment Air Canada, comment le Canada, petit pays, hein, c'est ridicule, là, comment il y a plus de villes en Chine avec plus d'habitants dans une ville que la population du Canada au complet. La Californie, il y a plus de Californiens qu'il y en a qu'il y a de Canadiens. Comment une compagnie aérienne comme Air Canada, qui ceinturée par le Sud avec les autres mastodontes que sont American, Delta, oui. United, oui. Toute l'intégration qu'on retrouve en Europe, comment le petit Air Canada trouve son chemin et sa voie et sa croissance, finalement, parce que ça fonctionne. On ne peut plus se suffire du simple marché canadien. C'est clair, aujourd'hui, soit on limite notre progression dans le futur, et on se focalise uniquement sur du point à point et on relie la France et le Canada, ce qui est déjà très bien. Hein. C'est aujourd'hui 70% de notre trafic. Soit on investit et on essaie de devenir un global carrier. C'est la norme aujourd'hui de toutes les compagnies aériennes qui essayent d'aller au-delà de leur pays. Donc on souhaite que le Canada reste notre première destination en termes de passagers, mais qu'on puisse rayonner à partir du Canada vers de nouvelles destinations. 30% aujourd'hui des passagers qui embarquent à Paris, mais également à Lyon, Marseille, Nice et Bordeaux, vont au-delà du Canada. Ils vont à Lima, ils vont aux États-Unis. Voilà. Donc, si on veut survivre aujourd'hui, il faut étendre l'offre de services au maximum. Ce développement-là, il se fait aussi à Paris. L'objectif, c'est, enfin, en France, l'objectif, c'est de trouver des moyens d'aller chercher le client chez lui. C'est la deuxième innovation qu'on va mettre en place sur le marché français, c'est l'intermodalité. On a aujourd'hui un partenaire qui est Ouibus, qui a un réseau et un maillage du territoire français qui est très important, qui connaît une croissance phénoménale et qui présente des synergies intéressantes pour Air Canada. Depuis Grenoble, ça peut être intéressant aujourd'hui pour Air Canada de proposer un préacheminement jusqu'à Lyon et ensuite un vol sur notre compagnie. Donc on va développer ces accords d'intermodalité. Ça a aussi du sens pour Ouibus, donc c'est pas que dans un sens. Ouibus est intéressé aussi d'aller au-delà de son simple trafic intérieur. Donc voilà, c'est encore un exemple de tout ce qu'on peut essayer de développer comme innovation pour essayer d'aller au-delà du modèle existant. Et du marché point à point, finalement, exactement, c'est ça? Ouais, qui a ses limites. Puis il me semble qu'il y a du potentiel pour... parce que je me souviens, quand on prenait l'avion, en tout cas, quand mes parents prenaient l'avion, je devrais dire, prendre l'avion, c'était partir à l'aventure. Hein? Non, mais il y avait quelque chose, il y avait une expérience autour de voyager, de prendre l'avion, et ça, c'est évidemment complètement disparu.
Alors, je me dis, des fois, ce serait peut-être le fun de trouver une façon de nous faire rêver un peu, parce que les compagnies aériennes ne nous font pas rêver du tout maintenant. C'est devenu une commodité, tu sais. Alors, et on parle beaucoup dans le voyage, dans le tourisme, on parle beaucoup d'expérience, on parle beaucoup d'histoires à raconter. Alors, il me semble qu'il y a un potentiel pour les compagnies aériennes de nous faire rêver. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a aujourd'hui cette incapacité à faire rêver. L'aérien est vécu comme un produit... un produit standard. Voilà. En compagnie aérienne, on est toujours émerveillé par ce qu'on fait au quotidien. Donc on a toujours l'impression de mettre l'écharpe au vent là, quand on monte à bord de nos avions. Mais c'est sûr que quand on regarde l'expérience, quand on interroge un peu nos clients, on n'a pas cette joie ou cette passion. Voilà. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on essaie de faire rêver un peu plus. Tu vas parler d'intermodalité. Comment dans l'hébergement, toi, est-ce que tu as ce même type de partenariat ou de dire que ce n'est pas qu'une chambre avec des destinations? Comment ça fonctionne? Bien, on en a parlé un peu hier de tous les changements au niveau de l'hôtellerie par rapport aux les espaces communs qui changent considérablement. Alors, on ne parle plus, les lobbies d'hôtels sont appelés, et déjà, on le voit dans certains concepts hôteliers, que ce soit les Mama Shelter en France, que vous connaissez probablement, où les espaces communs prennent énormément pas juste de place physique, mais s'ouvre à la communauté locale, s'ouvre à différents organismes pour justement faire en sorte qu'on utilise ces lieux pour autre chose que de prendre un verre ou de travailler, mais bien de communiquer avec les gens de l'endroit. Alors, je pense, et aussi que l'hôtelier puisse jouer un rôle social dans sa communauté. Alors, ça, je pense que c'est des partenariats qui sont à développer. Puis, au-delà de ces partenariats-là, évidemment, de notre côté, on a développé des partenariats avec Lexus, par exemple, pour justement permettre à nos invités, quand ils ont besoin, parce que la plupart de nos invités arrivent, en disant que 30 de nos invités arrivent en voiture et les autres n'ont souvent pas de voiture pour se déplacer dans la ville. Alors, on a développé un partenariat avec Lexus pour que justement les gens puissent utiliser la voiture et en même temps connaître un produit qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Alors, c'est quelque chose qui fait l'affaire des deux. Alors, oui, des partenariats. Moi, à Montréal, Paul le mentionnait tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de participer à une émission de télévision qui est axée sur l'entrepreneuriat et des nouvelles entreprises. Alors, j'ai créé des partenariats avec ces nouvelles entreprises-là pour leur donner une vitrine pour les produits qu'ils ont développés et qu'ils mettaient en marché. Alors, je pense que c'est important comme organisation, comme entreprise, de justement faire sa part socialement dans la communauté où nous sommes présents. Et je le mentionnais, nous sommes présents dans plusieurs villes canadiennes, Montréal, Toronto, bref, des villes... Alors, où que ce soit, Winnipeg, Saskatoon, où que ce soit, je pense que c'est important d'être présent et d'aider les gens ou de faire sa part, en tout cas. Et ce que les grandes chaînes ne peuvent pas faire? Ils n'ont pas la même agilité Exactement. que nous. Alors, donc, nous autres, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, souvent, c'est un coup de téléphone et une permission à demander, puis une présentation à faire et le tour est joué. Alors, je pense que l'agilité dans ces situations-là est très, très importante et il faut savoir l'utiliser. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire sur l'aspect social, l'aspect éthique. C'est quelque chose qui tient à cœur à de nombreuses entreprises. Air Canada n'est pas mieux que les autres. Juste un petit exemple de ce qu'on fait. En classe affaires, on donne des pochettes avec un nécessaire donc pour se brosser les dents. Et la majorité des voyageurs d'affaires laissent cette pochette, on ne l'utilise pas. Désormais, au Canada, on a demandé à nos sous-traitants de récupérer ces pochettes, de vérifier que les produits, bien sûr, d'hygiène n'ont pas été utilisés, et ces produits d'hygiène sont redonnés à des associations qui les donnent à des SDF ou des personnes dans le besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui permet
non seulement d'arrêter le gâchis, et on sait qu'on a encore, nous les compagnies aériennes, et je m'inclus dedans, encore beaucoup d'efforts à faire pour limiter notre impact sur l'environnement. Et puis ce côté éthique qui permet de fédérer aussi les équipes est important. Très bien. Martin, je te laisse les dernières secondes. Il y en a 48. Un petit mot pour nous dire, tu es souvent en France ces derniers temps pour travailler avec le France Tourisme Lab, le réseau des incubateurs. Oui, tout à fait. C'est quoi la différence canadienne, québéco-montréalaise? Avec les Français, c'est qu'au fond, en fait, on se ressemble à un niveau, c'est qu'on veut tous faire des échanges de start-up. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous, les incubateurs, ont leurs propres partenaires et on écume le territoire et tout autour. Mais si on pouvait avoir accès au même réseau, aux mêmes banques de start-up, on peut donc se les échanger. Donc, on est en train de voir cette année comment on peut accélérer ce genre d'échange-là entre les start-up françaises et québécoises pour le mieux-être de nos partenaires. Et ça fonctionne. Un dernier mot? Jean-François? Christiane? Le mieux-être des partenaires et de l'industrie touristique en général. Tout à fait. Oui. Ben voilà. À 0 minute 00, c'est du timing, ça. Merci pour tout. Merci de votre présence. Bonne journée à tout le monde. Merci de vous être levé si tôt, Oui. malgré les difficultés. Bonne journée. Bonne journée, merci.